entretenir cet après-midi sur la prise en charge de la protéinurie chez les enfants. C'est un cours qui a été préparé par le docteur Paulette Préra et le docteur Christelle Diez. Pour parvenir aux fins de cette présentation, le plan suivant sera adopté. En grand 1, nous allons faire des généralités. Dans les généralités, nous allons parler de la définition, de l'intérêt. En 3, nous allons parler du rappel. En 4, on va faire une physiopathologie. En grand 2, nous allons parler du diagnostic, le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le diagnostic de retentissement et le diagnostic étymologique. En 3, nous allons parler du traitement et une conclusion va clore ce travail. Comme définition, il faudrait retenir qu'une protéine se définit comme étant milligrammes par de créatinine qui est supérieur à 30 mg par millimole. Tandis qu'une albumine et 300 mg par 24 heures. Il faudrait retenir qu'il existe une élimination urinaire physiologique des protéines. En 2, nous allons parler de l'intérêt. L'intérêt, elle est d'abord épidémiologique. La recherche régulière d'une protéine est un objectif au niveau de la santé publique. Comme intérêt diagnostique, la bandelette urinaire permet un dépistage simple de la protéinurie. Il faudrait retenir qu'il existe plusieurs étiologies variées, dont la cause principale, ce sont les causes glomérulaires. En ce qui concerne la prise en charge, la thérapeutique va dépendre de la cause de la protéinurie et l'utilisation des IEC et des ARA2 dans le cadre de la prise en charge est d'un intérêt très capital. En 3, nous allons parler du rappel. Il faut retenir qu'une protéinurie est significative lorsqu'il y a une excrétion urinaire de protéines est supérieure à 150 mg par jour. En dessous de cette limite, il s'agit d'une excrétion physiologique des protéines au niveau des urines. Et une grande partie de la protéinurie physiologique est composée de mucoprotéines de Thams-Horsfall. Et cette protéine qui constitue la matrice de la plupart des cylindres urinaires est synthétisée et sécrétée spécifiquement au niveau de la branche ascendante de l'arche de l'anse de Henle et ajoutée à l'urine dans la filtration glomérulaire. Elle pourrait participer également à la défense contre les infections urinaires et les lithiases. Quant à l'albumine, c'est une protéine qui est fabriquée au niveau du foie. C'est une protéine glomulaire qui est hydrosoluble avec un poids moléculaire de 65 kg d'actone. La quantité d'albumine filtrée dans les conditions physiologiques est très débattue. Elle est ensuite réabsorbée au niveau du tube proximal et n'apparaît pas en quantité significative au niveau des urines. Lorsqu'il y a une anomalie au niveau de la barrière de filtration ou d'anomalie au niveau de la réabsorption tubulaire, une quantité plus importante d'albumine et de protéines peut être retrouvée dans les urines, ce qui signifie qu'on se trouve devant un état pathologique. Maintenant, que ce soit les protéines ou l'albumine, leur filtration va se passer au niveau de la barrière de filtration glomérulaire et au niveau du tube proximal. La barrière de filtration, c'est cette barrière qui va séparer le sang qui se trouve au niveau des capillaires glomérulaires de l'urine qui est filtrée au niveau de l'espace de Bowman. Et généralement, cette barrière a deux fonctions essentielles, à savoir assurer la perméabilité de l'eau et des solidités de faible poids moléculaire. Elle va aussi permettre la restriction du passage des molécules de haut poids moléculaire et les éléments figurés qui sont situés au niveau du sang. Cette barrière est composée essentiellement de 3 couches, à savoir l'endothélium, la membrane basale et les podocytes. L'endothélium de la barrière de filtration glomérulaire est largement fenestré et ne laisse pas passer les éléments cellulaires. Toutefois, vu la taille au niveau des portières de 70 à 100 nanomètres, l'albumine et certaines protéines devraient théoriquement être filtrées. Et lorsqu'il y a la présence du glucocalice chargé négativement à la surface des cellules endothéliales, ceci va restreindre le passage puisque l'albumine est chargé négativement. La membrane basale glomérulaire va constituer cet assemblage de glucoprotéines anioniques sur lequel sont arénées les cellules endothéliales et les podocytes. Elle est composée d'un réseau de protéines qui est essentiellement de collagène de type 4, la laminine, les protéoglycanes et la nidogène. Les protéoglycanes confèrent une partie de leur charge négative. La laminine est également primordiale puisque son absence amène une protéinurie massive. Le collagène de type 4, qui est muté au niveau du syndrome d'Alport, participe à la barrière de filtration glomérulaire, mais son déficit ne s'accompagne pas forcément d'une protéinurie majeure.
En ce qui concerne les cellules épithéliales, ils vont recouvrir le versant externe de la membrane de filtration glomérulaire et vont assurer l'essentiel de la restriction du passage de taille. Ils vont empêcher le passage des protéines de poids moléculaire inférieur à 60 kg d'atomes. Elles sont recouvertes de glycoprotéines qui sont polyanioniques, qui assurent ainsi la restriction du passage de sable. Et les pédicilles sont connectés entre eux par un diaphragme de fente, une jonction cellulaire qui est spécialisée et qui assure la fonction de filtration avec des pores de taille inférieure à celle de l'albumine et restreint donc la filtration des protéines. Les protéines sont arrimées à la membrane basale glomérulaire, notamment à l'aminine, par des intégrines et des récepteurs cellulaires. Et l'absence de ces molécules va entraîner le détachement des podocytes et l'apparition d'une protéinurie. Ça, c'est un schéma de la filtration glomérulaire avec les différents éléments. Diapo. Ce second schéma, effectivement, c'est le schéma de la barrière de filtration glomérulaire avec ses différents mécanismes. Nous allons parler aussi de la réabsorption dans le tube proximal. Le tube proximal va jouer un rôle important au niveau de la réabsorption de l'albumine, car certaines quantités d'albumine vont passer au niveau du glomérule. Lorsqu'il y a une altération de la réabsorption tissulaire de l'albumine, et donc un facteur important qui va constituer un facteur important pour l'apparition d'une microalbumine. Le processus de réabsorption au niveau du tube proximal se fait par endocytose des protéines par des cellules proximales à l'aide d'un complexe endocytaire fait de 3 protéines, à savoir la cubine, la mégaline et l'amyolins. Lorsqu'il y a absence de mégaline ou de la cubiline, ceci va entraîner une albuminémie, mais de façon non additive parce qu'elles sont différemment non complémentaires dans ce processus. Mais en ce qui concerne la troisième protéine qui est l'amyolins, on connaît moins son rôle pour le moment. En 4, nous allons parler de la physiopathologie. Donc, sur le plan physiopathologique, il a été montré que la protéine induit une inflammation tubulaire, une apoptose des cellules tubulaires et enfin favorise l'hypertrophie glomérulaire et une glomérulosclérose par induction des cytokines et des chymokines pro-inflammatoires. Elle va induire l'activation des voies de signalisation pro-fibrokine. On distingue essentiellement 2 types de protéinuries, à savoir les protéinuries qui sont physiologiques ou encore appelées protéinuries intermittentes, ou les protéinuries qui sont pathologiques. Et c'est dans ces protéinuries pathologiques qu'on a les protéinuries de type glomérulaire, de type tubulaire ou de type overflow. Maintenant, en ce qui concerne les protéines de type glomérulaire qui sont considérées comme étant des protéines qui sont pathologiques, c'est les causes les plus fréquentes de protéinurie avec une albuminie qui est pathologique. Elle va résulter d'une fuite de protéines plasmatiques à travers la barrière de filtration glomérulaire qui est lésée. Et le mécanisme de réabsorption tissulaire sont saturés et l'albumine ainsi que les autres protéines vont apparaître dans les urines. Diapo. On retrouvera donc dans cette protéine une majorité d'albumine et de gamma-globulines lors de lésions de filtre encore plus sévères. Lorsqu'il y a une excession urinaire de plus de 2 grammes par jour, ceci va généralement conduire à ce type d'atteinte. Elle est constituée soit à l'altération de la barrière de filtration glomérulaire, lorsqu'il y a une atteinte qui est structurelle, la perte de charge négative, des dépôts d'anticorps, de complexes humains. Elle peut être également secondaire à une réduction néphropathique entraînant une hyperfiltration. Lorsque la protéinurie est de type tubulaire, ceci est secondaire à un défaut de réabsorption des protéines au niveau de la barrière de filtration glomérulaire. Naturellement filtrées au niveau du glomérule, les protéines de poids moléculaire inférieur à 40 kg d'atomes, dont les principales sont le rétinol binding protein, le 2-microbutylene et le 1-microbutylene, puis réabsorbées et métabolisées dans les cellules épithéliales tubulaires. Il va s'agir habituellement d'une protéine de faible importance, inférieure à 1 gramme par jour, et composée non majoritairement d'albumine. La présence d'albumine est normale dans une protéine tubulaire, comme on l'a déjà expliqué plus haut, mais les protéines de bas poids moléculaire vont dominer dans ce type de profil. En situation physiologique, ces protéines sont réabsorbées au niveau du tube proximal, au moins des vésicules d'endocytose. Les protéines qui sont dites d'overflow, dues à des protéines de bas poids moléculaire compris entre 30 et 3 kg d'actone, sont libérées en quantité massive dans la circulation sanguine. Ils sont librement filtrés par le glomérule, mais insuffisamment réabsorbés car le processus est saturé au niveau du tube proximal. Elles vont se retrouver dans une situation